Bonjour à tous. Il est député de Vendée, il est membre Les Démocrates, du groupe Les Démocrates. C'est une figure active sur les sujets de politique publique numérique. Je reçois aujourd'hui dans Smart Tech à la une Philippe Latombe, mon grand invité. Sa grande interview sera suivie d'une interview oui-non avec des questions très binaires auxquelles il devra se prêter. Mais d'abord, je vous propose de porter un regard sur la Turquie. C'est tout de suite 3 questions en direct d'Istanbul. Alors, je suis en compagnie d'Arnaud Pesset qui est connecté à distance, qui est installé à Istanbul depuis 1 an et demi. Bonjour Arnaud, vous êtes journaliste indépendant, spécialiste du numérique. Vous couvrez la tech en Turquie et au Moyen-Orient. Ça m'intéressait de vous entendre sur à quoi ressemble cet écosystème en Turquie dont on ne parle pas beaucoup, je dois dire, ici en France. C'est vrai, Istanbul est une ville particulière qui est à cheval entre deux continents, entre l'Europe et l'Asie. Et il y a un dynamisme très particulier à Istanbul qui se retranscrit dans l'écosystème tech, avec une culture de la résilience aussi, une population très jeune, hein, près de la moitié de la population a moins de 30 ans, donc vraiment enclin aux écosystèmes numériques. Donc aujourd'hui en Turquie, il y a 5 licornes, Trendyol, Dream Games, Getir, Insider et une petite nouvelle, Papara, qui est une entreprise fintech, donc une banque en ligne. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est quel Un secteur écosystème ces qui licornes? On les retrouve dans un secteur en particulier? oui, beaucoup dans le jeu vidéo et surtout le jeu vidéo mobile. Ça a démarré en 2013 avec, l'entreprise Peak Games qui a été créée par Cedar Sahin, qui a connu un succès fulgurant et qui a été la première licorne de Turquie. Et tout le monde en parlait, c'était partout dans les médias. On me raconte que les chauffeurs de taxi aussi en parlaient et tout le monde s'est mis à vouloir faire du jeu vidéo mobile parce que c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans la culture en Turquie. Le jeu est présent partout. Dans les terrasses des cafés, on voit les jeunes jouer au bagamon, aux échecs, et aussi les personnes plus âgées, c'est vraiment culturel. Mais aussi le jeu vidéo est très présent et surtout le jeu vidéo mobile parce que les consoles de jeux sont taxées, sont très chères, donc peu y ont accès. Et les jeunes jouent beaucoup sur les mobiles. Et il y a un effet véritablement écosystème, à Istanbul ou peut-être plus largement en Turquie? Comme on a un peu la Startup Oui, oui. Nation et la French Tech ici, en France? Oui, alors c'est vrai, il y a 2 dynamiques. Celle qui a été créée par l'entreprise Peak Games, qui a été la première licorne, où Cedar Sahin, quand il a créé son entreprise, il a dit qu'il voulait s'inspirer de la PayPal Mafia. Donc, Ah oui. Elon Musk, Peter Thiel, et cetera. Et il a réussi. Il a réussi parce que, ils ont fait une vingtaine de petits, de startups qui sont devenus absolument majeurs et notamment en particulier l'entreprise Dream Games, qui a créé le jeu Royal Match. Vous avez peut-être déjà vu, il y a beaucoup de publicités en ligne de ce Oui. jeu-là, et qui a réussi à détrôner Candy Crush sur son propre marché aux États-Unis. Donc Donc ça, c'est quand même assez énorme. Un jeune studio créé en 2020, en 5 ans, est parvenu à détrôner un géant sur son propre marché américain. Royal Match donc, est né à Istanbul? Exactement, sur les OK, rives du Bosphore. OK. Donc des micros, écosystèmes. Est-ce qu'il y a une ambition gouvernementale autour du nombre de licornes ou c'est pas du tout l'enjeu, là-bas? On est plus sur, des stratégies, de choix technologiques, et d'investissements importants, je sais pas, dans les humanoïdes, l'intelligence artificielle? Il y a une grande ambition, oui. Alors, le projet s'appelle Turkorn 100. Donc voilà, ils appellent les licornes turques les turcornes. Et l'idée, c'est d'avoir une centaine de licornes d'ici 2030. Ah Donc ça oui. fait quand même court quand on sait qu'aujourd'hui, il n'y en a que 5. Donc bon, c'est quand même beaucoup du marketing. Mais il y a une vraie volonté et un soutien du gouvernement. Et l'arme secrète qui a fait le succès des studios de jeux vidéo et qui leur permet de recruter des joueurs à travers le monde, c'est un système de cashback sur les investissements publicitaires, jusqu'à 60%. Donc, si une entreprise de jeux investit 1 million de dollars, par exemple, dans la publicité sur Facebook pour recruter des joueurs, eh ben, presque la moitié, ou plus de la moitié, même jusqu'à 600 000 dollars, va être remboursée par l'État. D'accord. Et alors, à la tête de ces entreprises, tech en Turquie, on retrouve quel type de profil? Ici, on a vraiment un profil type, très, HEC, voilà, homme blanc, bref. Est-ce qu'il y a comme ça aussi, une sorte de lignée, en fait, d'entrepreneurs?
C'est pas aussi défini, parce que c'est encore assez nouveau et cet écosystème, il a à peine une dizaine d'années, mais une des particularités, c'est qu'on retrouve beaucoup de femmes. La moitié, des licornes sont dirigées par des femmes, Ah oui, et ils viennent de différents horizons. Alors la plus connue d'entre elles, c'est vraiment un modèle de réussite, hein, c'est, Demet Mutlu, qui est passée par Harvard, donc sont pas non plus de n'importe où, mais qui est la dirigeante de l'entreprise Trendyol, qui est l'équivalent de l'Amazon en fait en Turquie, qui est aujourd'hui l'entreprise tech avec la plus forte valorisation à 16 milliards. d'accord. Donc 50 des licornes, bon, il y en a pas beaucoup de licornes, mais quand même, C'est ça, sont, ouais. tenues par des femmes. En termes de levée de fonds aussi, il y a des montants importants aujourd'hui? Pas vraiment. Sur l'année dernière, c'est un montant total de 416 millions, mais c'est une progression de plus 400 par rapport à l'année précédente. Donc c'est pas encore énorme, mais il y a une progression. D'accord. Mais Et c'est vous le avez problème vu de la sur Turquie. les investisseurs étrangers justement qui viennent investir en Turquie, ils viennent d'où principalement? Ils sont assez frileux pour l'instant parce que l'économie turque n'est pas très stable. Donc Ouais. c'est la difficulté et c'est l'enjeu qu'ils ont aujourd'hui. C'est ce que beaucoup me racontent en fait. Ils démarrent en early stage avec les banques turques et très vite ils vont s'installer par exemple à Londres. Beaucoup sont à Londres et finalement ils deviennent des startups anglaises ou américaines en partant aux US. Donc c'est un petit peu le challenge qu'ils ont à relever aujourd'hui. D'accord. Eh ben, on n'est pas très loin d'avoir le même challenge, hein, vous savez? Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Pesset, je rappelle que vous êtes, journaliste et donc à Istanbul depuis 1 an et demi pour observer cet écosystème. Merci beaucoup de l'avoir partagé avec nous. À suivre, dans Smart Tech, c'est la grande interview du député Philippe Latombe, très engagé justement sur ces questions numériques. Le député de Vendée, Philippe Latombe, est mon invité, mon grand invité aujourd'hui dans Smart Tech, membre du groupe Les Démocrates, mais surtout figure politique active, respectée dans l'écosystème tech français pour sa maîtrise de ces sujets, engagé sur le logiciel libre, la protection des données personnelles, hein, puisque Philippe Latombe, merci d'être connecté avec nous. Vous êtes un des membres représentants de l'Assemblée nationale à la CNIL. Vous êtes aussi très engagé sur tous les enjeux stratégiques d'autonomie technologique de l'Europe. Je précise également que vous êtes le président, vous avez présidé la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Précision dans laquelle on retrouvait Madame Anne Le Hénanf, qui était l'une des rapporteurs dans cette commission. D'ailleurs, peut-être un petit mot pour commencer, monsieur le député, sur la nomination au poste de ministre délégué d'Anne Le Hénanf. Bah, moi, je suis très content que une des rapporteurs du texte résilience, donc qui parle de cybersécurité, devienne ministre délégué au numérique. Ça montre que la cybersécurité est quand même un sujet qui va l'occuper et j'en suis très content. Le petit bémol, c'est que j'aurais aimé qu'elle ne soit pas rattachée à Bercy, mais rattachée à la fonction publique, comme c'était le cas dans l'éphémère gouvernement précédent, parce que ça lui aurait donné une administration complète et pas d'être simplement sous la tutelle de Bercy, ce qui est toujours un peu difficile pour le numérique. Mais voilà, c'est ce petit bémol. Ah d'accord, donc vous faisiez partie des militants pour, un rattachement au ministère de la fonction, publique, mais parce que, on avait l'impression que ça donnerait une connotation très transformation numérique de l'État finalement au numérique et que ce serait un peu réducteur? Oui, mais ça a le gros avantage, c'est que du coup, la DINUM qui est fonctionnellement rattachée au ministère de la fonction publique aurait été sous la responsabilité d'un ministre de plein exercice. Donc, ça avait du sens aussi et on voit bien qu'aujourd'hui, la question de la commande publique, la question de la transformation numérique de l'État est quand même une des questions particulières dont le ministre du numérique doit se saisir. C'est plus simple quand on a l'administration directement sous sa responsabilité. Alors, on va en parler de la DINUM, mais pas tout de suite. Je voulais qu'on continue sur le sujet de la résilience, de la cybersécurité. Donc, ce texte, ce texte de projet de loi, vous l'avez amendé, qui a été voté par le Sénat, vous l'avez amendé en septembre. Est-ce que vous pouvez nous préciser aujourd'hui quelle est la stratégie finalement nationale en matière de cybersécurité et de résilience? Qu'est-ce qu'on a choisi Alors, aujourd'hui en France? Le, le- le texte, il a le gros avantage d'abord d'être un projet de loi. Donc, ça veut dire qu'il est passé entre les mains du Conseil d'État, ce qui n'est pas fréquent depuis quelques Ouais. mois, années. Et il transpose 3 directives en même temps, ce qui permet d'être sûr qu'il n'y a pas d'incohérence entre les directives qui sont transposées, entre NIS 2 et DORA, par exemple, entre REC et NIS 2, parce qu'un certain nombre d'entreprises ou d'organisations seront concernées par les 3 textes. La stratégie aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait avec le Sénat et on continuera dans ces pas.
et je remercie d'ailleurs Olivier Cadic du travail qu'il a fait au Sénat, c'est qu'on souhaite une transposition qui soit une transposition la plus juste possible, pour que ça ne soit pas ni une sous- ni une surtransposition, parce qu'une sous-transposition législative entraînerait forcément une surtransposition administrative, c'est-à-dire qu'il y aurait beaucoup de textes d'application qui n'auraient pas été cadrés par la loi, et donc il pourrait y avoir une créativité administrative assez importante, ce qu'on a cherché à limiter. On a quelques points encore à améliorer, la question du guichet unique des déclarations des incidents, la question du référentiel, dans lequel on souhaite que soient intégrées des normes internationales ou des référentiels déjà existants, par exemple ceux de l'ENISA ou des normes ISO, et puis la question des sanctions pour les entités publiques. On ne pense pas forcément qu'aux collectivités. Là, je pense essentiellement aux entités publiques qui ne sont pas directement l'État central. On peut penser par exemple à France Travail, qui a subi de nombreuses attaques et pour lequel le système d'information ressemble quand même à une passoire. Et on a encore eu des fuites de données hier, ça a été confirmé hier. Voilà, il va falloir qu'on fasse quelque chose et il faut que les entités publiques prennent conscience qu'il peut y avoir une sanction. Pour autant, on nous dit que une fois que cette transposition sera votée, on aura encore sans doute 2, 3 années pour être vraiment conforme à la volonté du texte, en particulier de Nice 2. Donc ça veut dire que le côté passoire, on va encore vivre avec quelque temps. Oui, très certainement, mais parce qu'on part aussi de très très loin sur un certain nombre d'organisations. Par exemple, pour les entreprises qui sont soumises à DORA ou à REC ou à Nice version 1, la maturité est déjà là. C'est justement tout l'intérêt de Nice 2, c'est d'abaisser le niveau d'exigence à des collectivités ou à des entités de plus petite taille. Et donc forcément, ça veut dire qu'il y a du travail à fournir pour être au bon niveau. Mais c'est l'objectif du texte. Donc on ne pourra pas demander à des PME qui seraient soumises à Nice 2, qui n'étaient pas préalablement à Nice 1, d'être au niveau de Thales ou de Airbus. Ce n'est pas possible. Il va leur falloir du temps, parce que ça nécessite du temps homme, ça nécessite des investissements, et ça nécessite assez fondamentalement un changement de gouvernance pour intégrer la cybersécurité comme un risque particulier, au même titre que la perte d'un client ou une perte d'approvisionnement. Alors, l'arrivée de Anne Le Hennan, justement, au gouvernement, est-ce que ça va accélérer peut-être l'adoption de ce texte? Ça va être une de ses priorités? On peut Non, l'imaginer? ça ne va pas l'accélérer. Non, on a reçu le calendrier du Ah, gouvernement. Résilience sera examiné en janvier, c'est-à-dire après les textes budgétaires. Il n'y a pas de bande passante aujourd'hui, autre que les textes budgétaires, jusqu'à oui. la fin du mois de décembre. Et donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on pensait que peut-être qu'entre deux morceaux du texte budgétaire, milieu novembre, on aurait pu passer 3 jours sur résilience. Ça a été reporté à janvier, ce qui n'est pas forcément mal parce que les textes budgétaires sont tellement éruptifs que ça aurait certainement été peut-être un texte défouloir, et donc ça n'aurait pas forcément été la meilleure des choses pour résilience. C'est un texte qui mérite du sérieux et du travail. Le faire début janvier, moi, ça me va très bien, parce qu'on sera en petit comité, on ne sera pas forcément tous présents parce qu'ils seront tous fatigués sur le texte budgétaire, donc on pourra travailler sérieusement. Avec ceux qui connaissent bien le dossier, quoi, c'est ça que vous nous dites. C'est un peu ça l'idée. OK. Pour rester sur, la question, vous parliez du sujet du guichet unique. Aujourd'hui, on a l'ANSSI qui, voilà, qui est l'agence nationale, qui pilote la sécurité des systèmes d'information pour l'État. On a aussi cybermalveillance.gouv.fr. D'ailleurs, j'ai vu que dans le texte, vous vouliez lui attribuer un rôle plus important aussi de pilotage, sur la sensibilisation. C'est entre les 2 que ça se joue? C'est pas entre les deux. L'ANSSI ne pourra pas gérer l'accompagnement de toutes les entités qui seront soumises à Nice 2. Surtout si on intègre toutes les collectivités à partir de 30 000 habitants, ça fera une masse phénoménale. Mmh. Il faut que l'ANSSI reste coordonnateur des grandes directives de politique publique. C'est pour ça qu'on lui a confié l'objectif de définir la politique cyber de l'État et de la nation. Et derrière, ensuite, on a besoin d'opérateurs. Et par contre, on ne peut pas se permettre d'avoir 50 000 opérateurs partout sur le territoire, ce qui serait un mal français que de créer un opérateur par EPCI ou par grande filière. C'est pour ça que l'idée, c'est aussi de se dire que nous avons des outils qui existent déjà. Le 17 Cyber est un outil qui permet d'être cohérent sur le territoire national, qui permet d'homogénéiser les choses, et donc on veut lui confier une forme de cohésion territoriale pour qu'on soit en Vendée, comme à Paris, comme du côté de Marseille, on ait le même niveau de réponse quand on est une TPE-PME qui a un souci numérique avec une attaque.
OK, alors moi j'ai entendu un RSSI d'un grand CHU, je ne vais pas le préciser davantage, que j'ai rencontré aux assises de la cybersécurité à Monaco, qui était, voilà, scandalisé par, les textes, NIS 2, le CRA et tout ça, qui ne prenaient pas en compte finalement, les problèmes très concrets des hôpitaux. À savoir que aujourd'hui, les logiciels qui sont fournis dans les établissements de santé ne sont pas labellisés, ne sont pas soumis à des responsabilités, ne sont pas contraints à des obligations de cybersécurité. Vous avez entendu parler de ça? Est-ce que, c'est quelque chose qui pourrait être intégré dans le texte français? Alors, c'est un texte c'est une question qu'on s'est posée en commission, que nous avons ouvert. Donc, la réflexion n'est pas terminée puisque le dossier n'est pas passé encore en hémicycle. Nous attendons de voir, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait un tout petit peu de temps, nous attendons de voir si c'est définitivement inscrit dans le texte CRA ou si ça ne l'est pas. Si ça ne D'accord. l'est pas, nous prenons nos responsabilités pour l'intégrer dans NIS 2. Si c'est dans le texte CRA et que nous avons bien les modalités d'application du CRA concernant les dispositifs médicaux, parce que ça, on parle de beaucoup de choses en termes de dispositifs Ouais. médicaux. On parle du scanner jusqu'au pacemaker connecté. Enfin, il y a plein de dispositifs. Et donc, on verra s'il faut qu'on l'intègre dedans. Pour l'instant, d'après ce que nous dit l'Europe, c'est plutôt du domaine du CRA. Mais on attend de voir si d'ici la fin de l'année, on a la transposition en termes opérationnels du texte CRA avec ce dispositif-là, ou sinon on l'intégrera dans NIS 2. D'accord, donc vous êtes vigilant sur ce point. Parfait. En termes de sujets européens, justement, il y a la question des échanges de données entre l'Europe et les États-Unis. Sur, ce sujet, vous avez déposé un recours contre la Commission européenne, hein, qui vise donc à faire annuler le Data Privacy Framework. Ce recours a été rejeté par, la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que, vous pensez qu'il y aura une suite? Est-ce que vous allez donner une suite? Vous avez dit que oui. Alors, il a été rejeté par le tribunal de l'Union, qui a considéré que, au moment de la signature du DPF, un certain nombre de garanties d'équivalence, en tout cas de protection des données, étaient données par le gouvernement américain. On a bien vu que depuis la signature du DPF et l'arrivée de Donald Trump, il y a quand même un certain nombre de choses qui ont changé, et notamment un certain nombre de juges d'un organe très particulier qui est le PCLOB ont été révoqués parce qu'ils étaient démocrates et que donc il n'y a plus de garantie d'équité. Oui. Donc le tribunal de l'Union m'a dit qu'il n'y avait pas de sujet à ce moment-là. À partir de ce moment-là, j'ai donc décidé d'aller devant la Cour de justice de l'Union, c'est-à-dire de faire appel de la décision, D'accord. ce qui est parfaitement possible. Donc c'est fait. Euh, pour être très, très clair, mon recours a été déclaré recevable par le tribunal de l'Union, ce qui est une première. Donc, c'est une nouvelle voie de recours qui vient d'être ouverte en Europe. Et c'est déjà un premier succès. Maintenant, il reste à la Cour de justice de regarder ce DPF à l'aune de ce qu'il avait déjà dit au moment des arrêts Schrems 1 et Schrems 2. OK, sur ce sujet de la souveraineté justement, alors je ne sais pas si ce terme, vous convient, vous me direz. Vous avez demandé au gouvernement aussi de dénoncer 2 contrats qui ont été signés, avec, Microsoft, l'un par le ministère de l'Éducation nationale, l'autre par, l'École polytechnique. Polytechnique a finalement, donc décidé de suspendre, ce contrat. Vous interpellez la nouvelle ministre, madame Le Henaf aussi sur cette thématique, hein, du choix des marchés publics, de l'exposition aux lois, extraterritoriales. Là, de la même façon, est-ce que vous pensez qu'il faut engager une procédure contre ces décisions? Alors, c'est très clairement la vraie question, c'est est-ce que l'État peut se réformer et peut décider une fois pour toutes, de faire en sorte que la commande publique aille plutôt vers des entreprises européennes, françaises si c'est mieux, mais européennes en règle générale. Et comment est-ce qu'on peut se décorréler des problèmes américains? On a vu que c'est pas simplement un problème de transfert des données, c'est aussi une question de disponibilité des services. Je ne reviendrai pas sur l'épisode de la Cour pénale internationale où un certain nombre de juges n'ont plus Oui. accès aux services américains. On voit aussi, et c'est très récent, on l'a eu déjà avec Microsoft et CrowdStrike au moment des JO, une petite mise à jour qui s'est mal passée et qui a quand même posé un certain nombre de problèmes à beaucoup d'entreprises dans le monde. On a eu la même chose il y a quelques jours avec AWS. Mmh. On voit bien que la concentration des outils utilisés par l'ensemble des organisations, que ce soit des entreprises ou des États, et que ce soit des outils américains, pose un problème de droit et pose un problème technologique, et que donc il faut qu'on arrive à s'en défaire le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire d'un seul coup d'un seul, mais voilà. Et quant à Polytechnique, des universités avaient déjà fait ce choix, on leur avait dit que c'était pas bien, elles avaient fait machine arrière. Polytechnique a été obligée de faire machine arrière. Bon, très bien.
Je constate malheureusement que l'éducation nationale n'est pas encore trop dans ce système-là. Je donne un petit éclairage aussi, c'est regardons combien va nous coûter le passage de Windows 10 à Windows 11 en termes d'acquisition d'ordinateurs, parce que l'ordinateur n'était pas au niveau de Windows 11. Ça a été estimé aux alentours de 50 millions pour le budget de l'État. Je pense qu'on aurait pu faire autre chose des 50 millions dans un contexte budgétaire aussi restreint. Mais vous appelez même la ministre à faire appel à la DGCCRF pour regarder les pratiques commerciales de ces géants du numérique, justement. Oui, parce que très clairement, il y a un certain nombre d'offres qui sont des offres quasiment à zéro concernant un certain nombre de publics. Et bizarrement, c'est plutôt des offres très peu chères quand ça concerne le milieu éducatif. Parce que très clairement, quand on a appris à fonctionner en informatique avec une suite logicielle très connue qui est Office 365, on a tendance à la conserver et à conserver ce réflexe de toujours l'utiliser. Et donc, c'est un peu comme on le dit pour les écrans et pour l'addiction, c'est une addiction qui ne dit pas son nom, technologique, qui fait qu'on continue ensuite, quand on est plus grand, à vouloir les utiliser. Or, on a aujourd'hui des solutions qui marchent très bien. Elles ne sont pas aussi puissantes peut-être sur un certain nombre de sujets, mais il y a des briques qui permettent de les transformer. Mais elles marchent très bien sur les utilisations de base dont tout le monde a besoin, c'est-à-dire un tableur, un traitement de texte, une présentation à diffuser sur écran. Enfin, tout ça, ça marche très bien et on sait le faire. Donc, il faut que l'État soit agnostique sur ce sujet-là. Vous avez des nouvelles du Health Data Hub. Vous avez dû suivre, comme tout le monde, comme beaucoup, l'audition de Stéphanie Combe au Sénat, c'était en mai dernier. Depuis, que s'est-il passé ? Deux choses. La première, c'est qu'il y a un premier appel d'offres qui a été lancé qui demande à ce qu'on puisse trouver des solutions qui respectent la doctrine cloud au centre, cloud de confiance, qui a été publiée. Un certain nombre d'entreprises françaises et européennes ont répondu à cet appel d'offres. Donc, j'espère qu'on va pouvoir enfin avoir un bout de commencement de réversibilité vers des solutions souveraines. La deuxième chose qui est plus importante, c'est que la gouvernance du Health Data Hub a changé et qu'il y a un directeur général par intérim qui a été nommé il y a quelques jours. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir enfin avoir un apaisement sur ce sujet-là et que le Health Data Hub, la plateforme des données de santé, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, jouera vraiment son rôle. Il ne faut pas la détruire. Je pense que nous en avons besoin vraiment, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus appuyée sur les territoires, sur les CHU des différents territoires, qu'elle soit simplement une grande fédératrice des données de santé, des entrepôts de données de santé, notamment pour répondre à des appels d'offres européens en termes de recherche. Mais il ne faut surtout pas qu'elle phagocyte la totalité de la recherche, ce qui était un peu le cas avant, ce qui faisait que des CHU, même la PHP, refusaient de donner leurs données et que du coup, ça bloquait la recherche. Donc voilà, on a besoin de changer la gouvernance, il faut qu'elle soit beaucoup plus décentralisée et qu'elle s'appuie plus sur les territoires. Et je pense que c'est la bonne stratégie et j'ai l'impression que le nouveau directeur général par intérim a envie que ça marche. Donc voilà, on va laisser sa chance au produit. C'est comme ça. Alors, en parlant d'apaisement, ça me fait penser au conflit qui oppose la DINUM, donc la direction du numérique, avec le CNLL, le Conseil national du logiciel libre. J'imagine que vous avez suivi les échanges, notamment qui passent par les réseaux sociaux ou par voie de presse. Le Conseil national du logiciel libre qui dénonce donc une concurrence irresponsable de la part de la DINUM, une stratégie d'exclusion des entreprises françaises du logiciel libre dans les politiques publiques. Le sujet, c'est est-ce à la direction du numérique de l'État de développer ses propres solutions open source en concurrence avec des solutions qui sont déjà disponibles sur le marché. Quelle est votre position, vous, dans ce débat? J'ai très clairement pris position sur le sujet, donc je vais être très, très cash. Partagez-la. Ça aura une transposition très claire en termes budgétaires. Aujourd'hui, la DINUM doit avoir un rôle de fédérateur, un rôle de cohésion au sein des politiques publiques de traitement des données et des politiques publiques informatiques au sein de l'État. Ça n'est pas à la DINUM de faire à la place du secteur privé qui sait déjà faire, à la place d'associations qui savent déjà faire. C'est pas son rôle. Et donc aujourd'hui, je trouve que la DINUM a pris ce rôle qu'elle avait commencé à vouloir avoir dès 2016 avec l'ancien DINSIC qui avait du coup été débarqué. L'arrivée de la nouvelle directrice de la DINUM qui a pris comme conseiller spécial son ancien prédécesseur de la DINSIC, ça va pas, quoi. Oui. En fait, on est dans une doctrine qui est une doctrine qui est toujours la même, c'est je fais à la place du secteur privé, je développe pour le compte de l'État, et quand on regarde objectivement ce qui s'est passé, ça marche pas très bien, quoi.
Je ne reparlerai pas de Louvois pour le ministère des Armées. Là, moi, j'ai un problème avec, Vous utilisez Chap? la CNAM. On utilise Chap, ouais, dès qu'on peut, mais il faut qu'on ait la possibilité de le faire, parce qu'un certain nombre de personnes refusent de le faire, mais on va être obligé de... Ce qui est très bien, hein, qu'on puisse utiliser ces logiciels-là. On a des logiciels qui sont en cours de développement, qui sont des logiciels français qui marchent très bien. C'est pas la peine que la DINUM entre en concurrence. Et donc, en conséquence, j'ai fait la somme des 3 derniers appels d'offres que la DINUM a lancés pour faire des produits à la place du secteur privé. Ça fait à peu près 700 millions. Et donc, je vais proposer de faire l'économie de ces 700 millions dans le cadre du budget 2026 en annulant ces crédits pour 700 millions. Vous allez proposer aussi de revoir le crédit d'impôt recherche, si j'en crois votre tribune dans Le Point, hein, où vous appelez en fait à passer de l'arrosoir au ciblage stratégique. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je propose de pouvoir faire en sorte que ce ne soient pas forcément les grands groupes qui soient bénéficiaires du crédit impôt recherche au maximum, que ce soit plutôt les TPE-PME, parce qu'il y a de la création et de l'innovation dans les TPE-PME et que les dossiers crédit impôt recherche sont beaucoup trop compliqués pour ces entreprises-là. Et donc, je propose une inversion des choses et donc une simplification de l'attribution du crédit impôt recherche pour ces TPE-PME. Et puis, très clairement, de prioriser un certain nombre de secteurs stratégiques pour qu'on puisse avoir une vision cohérente. Et je pense notamment, effectivement à l'IA, mais aussi au quantique, mais aussi à un certain nombre de sujets qui méritent que nous investissions pour l'avenir. Et donc aujourd'hui... Oui, pardon. Non, j'allais dire, on n'a plus beaucoup de temps et je voulais quand même que vous passiez au test de l'interview, oui ou non. Question très binaire. Philippe Latombe, je vous préviens. Donc, je vous en prie. Oui ou non, en tant que président de la commission, donc chargé d'examiner ce projet de loi résilience, vous jugez qu'aujourd'hui, on a un bon texte en termes de sécurité, mais aussi de protection de la vie privée et de contraintes économiques? Oui, mais il peut s'améliorer. Donc oui. Vous êtes pour ou contre ce doublement de la taxe sur les services numériques qui a été voté? Oui, mais c'est à nuancer. Oui, ça permettra de pouvoir commencer à se poser la question d'utiliser des produits européens plutôt que des produits américains. Je vous ai posé la question tout à l'heure, je vous la repose. D'accord ou pas d'accord avec le Conseil national du logiciel libre qui dénonce la stratégie d'exclusion des entreprises du libre par la DINUM? Oui, au carré. Vous aimez ou vous n'aimez pas le mot souveraineté? Il a été trop galvaudé, donc je l'aimais bien avant. Maintenant, non, je préfère autonomie stratégique. Et vrai ou faux, la stratégie Startup Nation avec tous les objectifs de licorne a manqué son objectif principal? Oui, ça a manqué son objectif principal. Donc oui, nous avons fait des licornes B2C alors que nous aurions dû faire des licornes B2B avec de la deep tech. On a raté ce virage-là. J'y crois ou j'y crois pas à l'annulation du Data Privacy Framework, qui encadre ces échanges de données entre l'UE et les États-Unis. Ah oui, j'y crois, sinon je le ferais pas. Effectivement. Mais alors, du coup, c'est mieux ou c'est moins bien d'avoir aucun cadre pour ces échanges? Ah, il faut qu'on ait un cadre, mais il faut que ce soit un cadre respectueux des valeurs que nous avons en Europe sur la donnée personnelle. Rêve ou cauchemar, l'IA générative, selon vous? Ah, un rêve. C'est l'avenir, c'est une révolution. Et votre prochaine question au gouvernement? J'en ai eu une cette semaine sur Exaion, qui est un de mes gros combats en ce moment. Exaion, c'est une société qui fait du calcul haute performance et qui pourrait faire du minage de Bitcoin quand on a des surcapacités d'électricité. Donc, je suis très actif sur le sujet. Merci beaucoup, Philippe Latombe, d'avoir répondu à toutes mes questions, y compris les oui ou non. Je rappelle que vous êtes député de la première circonscription de Vendée, membre du groupe Les Démocrates. Merci encore. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech avec la grande interview aujourd'hui et aussi une découverte de cet écosystème en Turquie. À très bientôt sur la chaîne Bismart.